Ils pensaient avoir juste perdu du temps. Quelques minutes, peut-être quelques heures devant leur écran, et puis les jours sont passés, les nuits aussi, jusqu'au moment où ils n'arrivaient plus à se souvenir de ce qu'ils avaient fait la veille, ni pourquoi ils s'étaient relevés, ni ce qu'ils ressentaient. Leur mémoire était encore là, mais leur vie s'était comme dissoute. Cette scène s'est produite bien plus souvent qu'on ne le croit, pas dans des films, mais dans des appartements banals, dans des chambres d'ados, dans des bureaux de coworking. Une lente disparition intérieure, sans alerte, sans bruit, juste un écran encore allumé et un vide derrière les yeux. Ce que vous allez découvrir jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est une mécanique redoutable, parfaitement silencieuse, qui infiltre nos pensées, nos émotions, nos souvenirs et parfois même notre volonté. Car il ne s'agit pas seulement d'addiction, il s'agit de quelque chose de bien plus profond, un dérèglement invisible, un vol, une mutation en cours. Et la vérité, c'est que nous y participons chaque jour sans en avoir conscience. Si ce genre d'histoire vous trouble autant que moi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche, non pas pour être informé de tout, mais pour ne pas passer à côté de ce que personne n'ose vraiment raconter. Tout commence à Palo Alto, en Californie. Années 90, une équipe de chercheurs en neuropsychologie teste les effets des jeux éducatifs sur des enfants. Au bout de 3 semaines, ils observent un phénomène qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Certains enfants refusent de lâcher l'écran, même quand ils sont en retard, même quand ils ont faim. Ils appellent ça une forme de grippe cognitif. Le cerveau s'accroche. La conscience est encore là, mais l'impulsion de continuer est plus forte que la volonté d'arrêter. Ce même phénomène est retrouvé des années plus tard chez des adultes en situation de stress, de solitude ou de fatigue. Le cerveau préfère rester dans une boucle artificielle plutôt que de revenir à une réalité trop incertaine. Et puis arrive 2012. Un ancien cadre de Google affirme publiquement que les applications sont volontairement conçues pour créer de la frustration cyclique. Elles nous laissent sur notre faim. Ce n'est pas un bug, c'est une stratégie. On scrolle, on attend, on espère. Et le cerveau devient accro à l'attente elle-même, pas au contenu, à l'effet de surprise, à la promesse qu'il y aura peut-être mieux juste après. Et pourtant, un détail change tout. Lorsqu'un scientifique mesure l'activité cérébrale d'individus exposés à des flux d'images continus, il remarque une hyperstimulation dans la zone de la récompense immédiate, mais une quasi-inhibition dans les zones liées à la mémorisation, à la réflexion, à l'empathie. Autrement dit, plus on regarde, moins on ressent, moins on pense, moins on se souvient, comme si la machine nous remplissait pour mieux nous vider. Et ce phénomène s'intensifie avec les années. Partout dans le monde, les signes sont identiques. Troubles de l'attention, perte de concentration profonde, émotions instables, sommeil perturbé, mais il y a plus troublant encore. En France, un psychologue observe chez ses patients une déréalisation passive. Ils ne savent plus faire la différence entre ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont vu. Ils confondent souvenirs réels et séquences numériques, des images, des sons, des émotions qu'ils n'ont jamais réellement vécues, et c'est là que la première bascule survient. Si les écrans peuvent remplacer nos sensations, qu'est-ce qui nous garantit que notre expérience est encore authentique? Où se trouve la frontière? Et surtout, qui la contrôle? Car pendant que la majorité des utilisateurs s'immergent dans ces mondes lumineux, une autre réalité se dessine. Les concepteurs de ces technologies, eux, interdisent à leurs propres enfants l'usage des écrans. Steve Jobs, Evan Spiegel, Tristan Harris, tous ont exprimé publiquement leur méfiance, tous ont reconnu que les mécanismes qu'ils ont créés sont devenus trop puissants, trop addictifs, trop intrusifs. Et pendant que les utilisateurs perdent des heures entières dans des boucles de contenu vide, eux investissent dans la pleine conscience, dans le silence, dans l'ancrage réel. Deuxième bascule, ce ne sont pas seulement nos émotions qu'on capte, c'est notre temps. Des chercheurs estiment aujourd'hui que la moyenne mondiale de temps passé sur écran dépasse 6 heures par jour. Dans certains pays, on frôle les 9. Cela représente plus d'un tiers de notre vie éveillée. Et pendant ce temps, l'esprit se vide, pas de manière brutale, mais de manière continue. Une micro-érosion de l'attention, de la capacité à s'ennuyer, à réfléchir, à contempler. Ce n'est pas un effondrement, c'est un effacement progressif de notre capacité à exister sans stimulus. Et un nouveau phénomène s'ajoute. L'oubli programmé, dans certaines applications, les messages disparaissent, les vidéos s'autodétruisent, les stories s'enchaînent sans mémoire. Tout est éphémère. Volontairement, le cerveau n'enregistre plus, il consomme, il oublie. Et dans ce brouillard, une vérité se dessine. Le présent lui-même devient insaisissable. Ce que nous vivons n'a plus de traces, plus de repères, et donc plus d'histoire. Mais un détail reste souvent ignoré. Un lien discret, mais fondamental. La dopamine,
cette molécule du plaisir, de la motivation, de la récompense. Chaque notification, chaque vibration, chaque lumière clignotante déclenche une micro-décharge. Une sensation agréable, fugace, mais puissante. À force, le cerveau s'ajuste. Il en redemande, il s'épuise, il devient dépendant, non pas de l'écran lui-même, mais de la promesse de récompense. Et c'est exactement ainsi que fonctionnent les systèmes d'addiction les plus puissants. Tabac, sucre, jeux d'argent et aujourd'hui, écran. Le piège n'est donc pas technologique, il est chimique, il agit dans le silence du cerveau, sans laisser de traces visibles, et c'est là que se joue le climax. Car si l'addiction aux écrans affecte notre mémoire, notre attention, notre perception du temps, alors elle affecte aussi notre liberté, notre capacité à choisir, à ressentir, à être. Ce n'est pas un outil que nous utilisons, c'est un environnement qui nous utilise. Et plus inquiétant encore, personne ne l'a voté, personne ne l'a décidé. Il s'est imposé, naturellement, comme une évidence, comme une nécessité. Et aujourd'hui, même ceux qui veulent s'en détacher peinent à le faire, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent plus,